Merci. Oui, donc je fais un travail de thèse en sciences de l'éducation sous la direction donc, de Laurent Lescoire chez Carole Daverne-Bailly. Et dans ce travail, je cherche à identifier et analyser les pratiques pédagogiques actuelles d'éducation dans la nature, à la fois dans les espaces scolaires et dans les espaces de loisirs des enfants. Donc dans ce travail, j'interroge notamment les héritages à travers les registres d'inspiration pédagogique qu'on peut identifier dans les pratiques qui se développent actuellement, afin d'éclairer ces pratiques et les enjeux qui les sous-tendent à l'aune des expériences et des idées pédagogiques passées. Les contextes culturels, sociaux, les intentions politiques des pédagogues et les outils pédagogiques qui sont pensés pour y répondre ne sont pas toujours transférables. C'est pourquoi je reprends l'expression d'inspiration pédagogique proposée par Leroy et Lesquarche en 2019 dans leur travail sur la pédagogie Montessori et les emprunts pédagogiques qui peuvent en être faits aujourd'hui. Alors pour commencer, donc, le titre de ma proposition indique le redéveloppement des pratiques d'éducation dehors en France. Alors pourquoi redéveloppement ? On assiste depuis 2018, et encore plus particulièrement depuis 2020, avec la crise sanitaire traversée, à une augmentation significative de la couverture médiatique des pratiques d'éducation dehors au contact de la nature. Cette présence dans les médias s'est accompagnée d'une diffusion et d'un essaimage des pratiques, tant dans les espaces scolaires, avec la pratique de la classe dehors, la création d'écoles alternatives en nature, donc des écoles privées, que dans les espaces de loisirs des enfants, avec l'apparition sur le territoire français de forest school, de stages nature ou encore de séjours d'immersion, par exemple. Alors ces pratiques, elles ont lieu dans des contextes et donc elles sont mises en place par des acteurs éducatifs divers, des enseignants, des animateurs socioculturels, des éducateurs à l'environnement, des parents. Et ça a également donc, suscité l'intérêt des interrogations dans les milieux scientifiques. Sylvain Vagnon parlait tout à l'heure des rencontres internationales de la classe dehors qui avaient lieu le mois dernier, auxquelles était adossé un colloque scientifique, mais aussi des publications d'ouvrages ou l'organisation de symposiums. Cependant, si la crise sanitaire traversée récemment et les préoccupations environnementales, climatiques, écologiques actuelles réinterrogent le lien entre éducation, environnement et nature, cela n'est pas nouveau. Rousseau, au XVIIIe siècle, écrivait sur la fonction formatrice de la nature. Le mouvement des écoles de plein air s'est structuré en Europe au début du XXe siècle, le courant du naturisme à la même époque, les idées et les pratiques d'éducation nouvelle, mais aussi les pratiques de scoutisme, les mouvements de jeunesse, les colonies de vacances, l'animation nature ou encore les classes de découverte, pour ne citer que quelques exemples. Alors, pour interroger et identifier d'éventuelles formes d'héritage, donc qu'ils soient conscients ou inconscients, ou des registres d'inspiration pédagogique, j'utilise le modèle pédagogique proposé par Mérieux, qui articule donc 3 dimensions, une dimension axiologique, une dimension praxéologique et une dimension scientifique, qui permet donc d'analyser les pratiques pédagogiques dans leur complexité, à la fois leurs dimensions explicites qui vont être revendiquées par les acteurs éducatifs, mais également des dimensions implicites et parfois sous-jacentes aux pratiques mises en œuvre. Ainsi, je regarde si des formes d'héritage sont identifiables dans les valeurs qui sont défendues par les acteurs, les intentions éducatives qui sont poursuivies, les outils et les techniques utilisés, ou alors encore les références et les connaissances sur lesquelles s'appuient les pratiques d'éducation dans la nature et par la nature qui sont mises en place aujourd'hui. Alors pour ce travail, du coup, j'ai mis en place une méthodologie qualitative qui a été pensée en 2 enquêtes. Dans un premier temps, une analyse thématique d'un corpus qui était composé de projets éducatifs de 42 structures qui proposent des activités d'éducation au contact de la nature. Donc à la fois des pratiques de classe dehors, des écoles alternatives, des projets de classe de découverte, de clubs naturalistes, de centres de loisirs ou encore de séjours de vacances par exemple. Et le but, c'était de construire un panorama descriptif un petit peu de la diversité de ces pratiques qui existent aujourd'hui et d'identifier les diverses intentions éducatives qui coexistent dans cette nébuleuse des pratiques d'éducation dans la nature. Ça, c'est pour la première enquête. Et la seconde enquête, sous forme d'études de cas, pour affiner la compréhension des pratiques pédagogiques mises en place. Donc, dans 5 structures, 2 structures scolaires et 3 structures de loisirs. Donc, une pratique de classe dehors et une école alternative pour les espaces scolaires. Et puis, une colonie de vacances donc sous tente en pleine nature d'aujourd'hui, un club naturaliste qui est affilié à la Fédération des clubs Connaître et protéger la nature, et une forest school, donc dans son acception française, c'est un espace de loisirs et c'est pas une école qui se déroule tous les mercredis et qui accueille des groupes d'enfants dans une réserve naturelle.
Donc, dans ces structures, j'ai réalisé des observations des pratiques, j'ai mené des entretiens avec les équipes pédagogiques et les personnes qui mettaient en place ces pratiques. Je me suis également entretenue avec les parents et donc les familles dont les enfants participent à ces activités. Et puis, j'ai analysé les projets éducatifs et pédagogiques de ces 5 structures. Alors, à l'issue de ces 2 enquêtes, quels sont les registres d'inspiration pédagogique qu'on peut identifier donc, dans ces pratiques ? Alors, pour commencer, ce qui émerge de l'étude des projets éducatifs, donc je me suis concentrée dans le processus de thématisation du corpus sur les références explicites à des modèles pédagogiques ou à des pratiques associées à une pédagogie particulière. De manière globale, tout type de structure confondue, on a très peu de références à des modèles pédagogiques qui sont présentes dans les projets. J'ai relevé 24 verbatim dans 12 projets sur les 42. Et la moitié de ces références, elles sont faites à la pédagogie par la nature, telle qu'elle se diffuse en France depuis 2018, en tout cas telle qu'elle est formulée par un réseau donc, qui a été créé en 2018, le réseau de pédagogie par la nature. Et les sources d'inspiration qui sont exprimées dans ces projets, ce sont surtout des exemples à des pratiques qui existent à l'étranger et donc des modèles qui sont développés à l'échelle internationale. On a par exemple ici l'extrait d'un projet éducatif, donc d'une forest school française, qui nous dit donc qu'elle inscrit son action, elle met en place la pédagogie décrite par le réseau de pédagogie par la nature, qui lui-même s'inspire de l'éducation en pleine nature qu'on peut retrouver dans les écoles en forêt allemande ou dans les écoles des pays nordiques ou les forest schools au Royaume-Uni. Un projet d'école alternative mentionne, lui, des approches pédagogiques inspirantes sur lesquelles s'appuient les propositions éducatives qu'il formule. Donc, ils nous disent « L'école encourage les apprentissages autonomes et s'appuiera sur différentes approches alternatives qui visent à rendre l'enfant autonome et acteur de son parcours, comme celle de Montessori, Freinet, Reggio Emilia et la pédagogie de projet ». Mais dans la suite du projet, aucune explication n'est faite de la traduction concrète de ces références et des théories sous-jacentes ou des outils qui vont être empruntés à ces pédagogies. Il y a une structure aussi qui propose des activités dans la nature le mercredi à des enfants en milieu urbain, qui dit dans son projet « Nous avons développé une recette magique qui vient puiser le meilleur de pédagogie reconnue et éprouvée. Nos escapades sont conçues avec une approche holistique du développement de l'enfant. » Donc ça, c'est les références qu'on peut trouver dans les projets éducatifs des structures. Donc elles sont peu nombreuses, peu développées, et elles sont présentes uniquement dans des projets d'écoles alternatives. Sur les 6 projets d'écoles alternatives que j'ai analysés, 5 d'entre eux comprennent certaines de ces références. Et on a 3 structures de loisirs, donc des forest schools, et puis celle que je viens de citer qui propose des activités dans des parcs en milieu urbain. Et 2 projets d'enseignants qui pratiquent la classe dehors, qui se réfèrent, eux, aux pratiques existant à l'échelle internationale. Donc on ne retrouve rien d'explicite dans les projets de séjour de vacances, de classes de découverte ou d'accueil de loisirs sans hébergement qui ont été analysés. On peut donc dire qu'on ne retrouve pas dans les projets éducatifs de traces d'une tradition pédagogique évidente des pratiques éducatives en milieu naturel. Certains projets mettent même en avant l'idée d'innovation dans la formulation de ces propositions éducatives dans la nature. Donc, si des formes d'emprunt pédagogique ou d'héritage des pratiques existent, elles ne sont pas explicitées ou revendiquées par les acteurs éducatifs qui les mettent en place, du moins pas dans les projets éducatifs des structures, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de forme d'inspiration ou d'héritage. Puisqu'en articulant les valeurs qui sont défendues, les pratiques décrites et les objectifs poursuivis, il est possible d'identifier des formes d'inspiration pédagogique dans les pratiques étudiées. Et j'en viens pour cela aux résultats qui émergent donc de l'étude des 5 cas enquêtés. Et je sépare ici mon propos en 2 temps. D'abord, les registres d'inspiration qui sont revendiqués par les acteurs à l'initiative de ces pratiques, puis les formes d'inspiration que j'identifie dans les pratiques observées, mais qui ne sont pas forcément conscientisées par les praticiens. Donc, tout d'abord, les registres d'inspiration pédagogique revendiqués par les acteurs. Donc l'ensemble des données a été analysé à partir d'une grille d'analyse thématique donc dans laquelle figure une catégorie que j'ai intitulée « Référence et inspiration pédagogique ». Cette catégorie, elle comprend 67 verbatim, tout type de données confondues,
donc les projets pédagogiques, le discours des acteurs sur leurs pratiques, les comptes rendus d'observation et le discours des parents également sur les pratiques. Et à titre de comparaison, par exemple, une catégorie qui porte sur la relation éducative, elle comprend 470 verbatims, ou alors sur les outils pédagogiques, 365. Donc les 67 verbatims relatifs aux références explicites à des sources d'inspiration pédagogique, elles revêtent une moindre importance. C'est dans l'école alternative qu'on retrouve le plus d'éléments relatifs aux références pédagogiques, ce qui peut traduire une volonté de légitimation des pratiques mises en place et du projet éducatif défendu en inscrivant leurs actions éducatives dans la continuité de formes pédagogiques préexistantes. Tout à l'heure, il y a un projet qui disait on a pris les meilleures et celles qui sont le plus vérifiées et prouvées, ce qu'on voyait dans la première enquête. Donc, dans l'école alternative, l'équipe, elle défend une approche d'éducation globale de l'enfant, une posture adulte étayante pour favoriser les apprentissages autonomes, et elle revendique une affiliation à la pédagogie par la nature, elle-même inspirée de l'approche internationale des Forest Schools, ainsi que des éléments communs avec le mouvement des écoles démocratiques. Dans la Forest School, l'équipe, elle inscrit ses actions dans la lignée donc, de la pédagogie par la nature également et de l'approche internationale des Forest Schools. Et on a aussi une affiliation revendiquée à l'approche naturaliste de l'animation nature qui, là, est liée au parcours des membres de l'équipe qui encadrent cette Forest School et cette pratique et qui sont auparavant passés par l'encadrement de clubs plus naturalistes et de formations également liées à l'éducation naturaliste. Le projet pédagogique et les pratiques observées déclarées par l'équipe de la colonie de vacances, elles font pour leur part référence aux valeurs et aux pratiques d'éducation populaire, ainsi que des idées pédagogiques issues du mouvement d'éducation nouvelle. Ces registres d'inspiration sont cités par les membres de l'équipe qui se réfèrent également à la pédagogie institutionnelle et revendiquent une culture des espaces collectifs. Pour les membres de l'équipe de la colonie de vacances, comme pour les parents interrogés, dont les enfants ont participé à ce séjour, l'approche pédagogique proposée revêt un caractère plus important que l'immersion en pleine nature. Donc finalement, ils accordent plus d'importance au fait de promouvoir la libre activité, la libre circulation de l'enfant, un projet de séjour axé autour du choix de l'enfant, l'organisation d'espaces d'expression, d'organisation et de prise de décision collective et le fait de ne pas proposer d'activités de consommation. Et ça, c'est des choses qui priment plus dans le discours que finalement le fait que cette colonie de vacances, elle se passe en forêt et que tout se fasse en plein air. Ensuite, l'enseignante qui pratique la classe dehors, elle inscrit ses pratiques dans l'héritage de l'approche pédagogique de Freinet et elle m'indique qu'elle mobilise également cette approche dans l'enceinte de sa classe, en dehors des séances de classe dehors, donc qui durent une demi-journée chaque semaine. Et d'ailleurs, pour sa pratique de la classe dehors, elle s'inspire plutôt des principes de la pédagogie par la nature. C'est ce qui lui permet en tout cas d'asseoir sa pratique de classe dehors dans son projet et dans son discours. Et elle distingue cette pratique de classe dehors de la pratique de la classe promenade qu'elle met en place depuis une vingtaine d'années. Donc elle fait bien la distinction entre ces deux pratiques et ces deux approches. Et pour finir, la 5e structure enquêtée, donc le club nature mobilise quant à lui principalement l'approche naturaliste dans la lignée des clubs connaître et protéger la nature. Et l'équipe souhaite évoluer vers des pratiques mobilisant davantage l'approche sensorielle de l'animation nature. Donc finalement, on retrouve une minorité de traces d'héritage des pédagogies nouvelles dans le discours des acteurs sur leurs pratiques ou les projets de structure. En revanche, des références très importantes à la pédagogie par la nature comme point de départ d'une filiation et des registres d'inspiration internationaux qui sont davantage présents. Pour autant, au-delà de ces registres d'inspiration conscientisés et explicités par les acteurs éducatifs, j'identifie d'autres liens avec des idées et des propositions pédagogiques à partir de la conception de la nature qui est exprimée, des techniques et des outils pédagogiques qui sont utilisés et de la place qui est occupée par les adultes et celle accordée aux enfants dans la relation éducative et les processus d'apprentissage. Donc, concernant les registres d'inspiration pédagogique qu'on pourrait dire non conscientisés par les acteurs, du moins qui ne sont pas revendiqués, si on regarde d'abord les conceptions et les représentations de la nature qui sont exprimées, l'approche sensorielle et contemplative qui est identifiée et présente dans la Forest School et dans l'approche de pédagogie par la nature, elle pourrait par exemple faire écho à la pensée de Steiner et son rapport à la nature, en tout cas ce qu'on trouve dans certains de ses écrits. Le fait qu'un milieu vivant, naturel, suscite l'intérêt de l'enfant est nécessaire à son développement, le contact régulier avec la nature comme source d'inspiration, d'observation,
de curiosité et d'apprentissage sont des éléments présents dans les écrits de Montessori, de Crowley, de Freinet, qui décrivent notamment la pratique du jardinage, le libre accès à des espaces extérieurs, des sorties régulières ou encore des promenades quotidiennes. Ces mêmes arguments et ces outils pédagogiques, ils sont mobilisés par l'enseignante qui pratique la classe dehors. Ils sont aussi mobilisés par l'équipe de la Forest School et par l'école alternative qui défend une conception des apprentissages basée sur les intérêts des enfants, stimulés par un contact régulier avec les milieux naturels et les espaces extérieurs dans lesquels ils peuvent circuler librement. Des pédagogues libertaires comme Robin ou Faure précisent quant à eux que les milieux naturels, le plein air, contribuent à l'éducation intégrale des enfants en offrant de nombreuses possibilités d'agir, notamment via les activités physiques de plein air ou encore des excursions et des sorties régulières. Concernant la posture de l'adulte et la place de l'enfant qu'on identifie dans la relation éducative et le rapport aux apprentissages, dans les pratiques étudiées d'éducation dans la nature, la posture d'observation des adultes et le rôle d'accompagnement et d'étayage pour guider les enfants dans leurs projets et leurs apprentissages sont le corollaire de la libre activité et de la libre circulation des enfants, qui sont défendus et mis en avant dans 4 des structures enquêtées sur 5, donc toutes sauf le club naturaliste. Des aménagements sont pensés par les adultes, y compris en milieu naturel, et des outils sont laissés à la libre disposition des enfants. Donc ça nous renvoie à l'idée défendue par de Crowley de ne pas être dans de la transmission, mais dans de l'éveil, ou encore le fait de proposer, mettre à disposition des outils pédagogiques pour favoriser l'expérimentation, comme on peut le trouver chez Freinet. C'est ce qu'on retrouve dans la pratique de la classe dehors que j'ai étudiée, où des contacts réguliers avec le milieu naturel sont proposés. L'enfant est libre de ses activités sur ses temps de classe dehors, et il est accompagné par l'adulte et dispose de matériel en libre accès. Et dans toutes ces structures, le jeu libre occupe une place importante afin que les enfants puissent faire l'expérience du contact avec la nature en favorisant une approche sensorielle. Concernant les valeurs éducatives qui sont défendues dans ces structures, les pratiques de la colonie de vacances, elles renvoient à l'histoire des colonies de vacances avec les séjours de plein air sous tente, loin des activités de consommation. Elles sont structurées autour de la vie collective du groupe et l'organisation que cela nécessite. Ils souhaitent mettre en place, favoriser l'émergence de projets d'enfants. Et donc cette pratique des projets ainsi que l'immersion en pleine nature peuvent faire écho aux expériences conduites par les pédagogues libertaires, notamment Faure à la fin du XIXe siècle. Et cette dimension axiologique des pratiques, elle interroge finalement, c'est ce que Sylvain Vagnon disait tout à l'heure dans sa conférence, mais pourquoi on éduque de cette manière, avec une conception globale de l'éducation et l'envie de placer l'apprenant au cœur des apprentissages. C'est un des piliers qui est revendiqué par la pédagogie par la nature, le fait de placer l'apprenant au cœur des apprentissages. Donc j'ai identifié dans mon travail une tension entre une visée individuelle, donc de développement individuel des enfants, d'épanouissement, de bien-être, et une visée collective de transformation sociale. Et ces deux visées, elles s'articulent dans les pratiques étudiées, mais le curseur est placé plus ou moins proche d'un pôle ou de l'autre en fonction des structures enquêtées et des pratiques qui sont mises en place. Finalement, est-ce qu'on éduque dehors pour le développement des individus, leur épanouissement et leur réussite, ou est-ce qu'on éduque dehors en visant des transformations sociales, politiques, environnementales ou écologiques ? Quel est le caractère politique sous-jacent à ces pratiques ? Donc on retrouve parfois dans les valeurs qui sont défendues par les acteurs et aussi par les familles qui font le choix de ces pratiques éducatives, une dénonciation de la société de consommation, du développement du numérique et de la place des écrans dans la vie des enfants, des préoccupations environnementales et climatiques, ou alors une recherche de pratiques alternatives à la forme scolaire et au modèle dominant. C'est pourquoi ces pratiques sont à contextualiser, comme dans les idées d'éducation nouvelle ou encore le courant du naturisme qui promouvait le lien à la nature pour des raisons sanitaires, mais aussi pour penser l'éducation et pour proposer une contre-culture. Donc des pratiques observables peuvent être similaires, mais les justifications de ces pratiques peuvent diverger. Pour conclure, j'identifie principalement des références explicites donc à la pédagogie par la nature, aux exemples de pratiques d'éducation dehors qui existent à l'étranger et qui constituent une source d'inspiration très forte, notamment pour montrer que c'est possible. En tout cas, c'est ce qui ressort du discours de beaucoup d'enseignants, par exemple, qui se lancent dans la pratique de la classe dehors, de montrer qu'à l'étranger, ça existe depuis longtemps et donc c'est possible de mettre ça en place. Les références à l'éducation nouvelle et aux pédagogues du XXe siècle, elles ne sont plus toujours prégnantes dans les pratiques qui se veulent alternatives à la forme scolaire aujourd'hui, ce qu'on constate également pour les pratiques d'éducation dans la nature qui se réfèrent très peu à l'éducation nouvelle.
Il faut relever aussi l'héritage des activités de plein air, avec les pratiques de camping, de scoutisme, des colonies de vacances, des classes de découverte et de l'animation nature sur les pratiques actuelles, y compris dans les pratiques qui se développent au sein des espaces scolaires, notamment le fait de revenir à une dimension plus expérientielle de la nature, vivre des choses dehors, c'est ce qui est présent dans le discours des enseignants, mais aussi des acteurs de l'éducation relative à l'environnement qui ont vu leurs pratiques évoluer avec l'apparition du développement durable et des prescriptions institutionnelles qui en ont découlé, et ces acteurs qui prônent aujourd'hui de plus en plus un retour à l'éducation dans la nature et par la nature plutôt que pour l'environnement, comme on le voyait dans la classification qui était affichée dans la présentation précédente. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci.